Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Virage à l'Ouest, le podcast qui explore les trajectoires de vie et les tournants professionnels des Rochelais et des Charentais-Maritimes. Je suis Paul Petitjean et j'accompagne chaque jour ici à La Rochelle les personnes en quête de sens qui se posent des questions sur leur avenir professionnel ou qui ont besoin d'aide pour aborder un virage. Et ces virages justement, ils arrivent de plein de façons différentes. Parfois on les prend par envie d'évoluer, de grandir, parfois c'est un besoin de se réaligner avec ses valeurs parce qu'on ne sent plus à sa place. Et parfois, c'est la vie et ses aléas qui décident pour nous, qui nous obligent à revoir nos habitudes. Mon invité du jour connaît bien ce dernier cas de figure. Lorsque la vie lui a imposé un frein, elle a trouvé une accélération. Animatrice en centre social au départ, par amour pour la transmission et le contact humain, elle peine toutefois à trouver sa place et développe même des symptômes physiques qui vont avoir pour conséquence le diagnostic de 2 maladies chroniques. Elle n'a donc plus le choix, il faut prendre soin de son corps pour adoucir ses symptômes. Et c'est à ce moment-là que se dessine sa nouvelle vie de coach en nutrition. Et oui, nous allons parler nourriture aujourd'hui. Faire attention à soi tout en se faisant plaisir, tout un art qui est valable dans l'alimentation, mais aussi dans la vie professionnelle en général. Vous l'aurez compris, nous avons plein de sujets à aborder aujourd'hui, alors faisons place à notre invité, et vous allez vite comprendre à son prénom que tout était peut-être prédestiné depuis le début, puisque j'ai le plaisir de vous présenter Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour Paul, merci de m'accueillir. Ça va, merci à toi d'avoir accepté mon invitation, tu vas bien ? Ça va, merci. J'ai beaucoup aimé la présentation. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu sais comment on appelle les... J'ai découvert ça en préparant l'interview, les gens qui ont un prénom ou un nom qui correspond à leur métier. Non, mais ça m'intéresse. C'est un aptonyme. D'accord. Et c'est courant ? C'est assez courant. Enfin, non, c'est pas assez courant, je mens, mais ça arrive des fois. Ouais. Il y a un footballeur qui s'appelait Jérémy Pied, il y a un basketteur qui s'appelait Michael Gelabal. Je jure, donc c'est je connaissais pas du tout. Des fois tu vois des charpentiers qui s'appellent Charpentier ou des choses comme ça, mais c'est plutôt rare, non, c'est okay. Pas très très courant. Bon, t'es prête à nous raconter ton parcours, Clémentine ? Ouais. Ok, super. Alors, comme j'ai dit, du coup, ça commence en tant qu'animatrice, c'est ça ? Alors, oui, c'est ça. Déjà, en termes d'études, t'étais partie dans quoi au départ ? Alors, moi, j'ai fait j'ai fait ce qu'on appelle un DUG, bon, on appelle plus ça comme ça maintenant, mais un DUG de lettres modernes, et que j'ai terminé avec une licence pro en communication. Donc, en fait, j'ai un bac +3, lettres modernes, communication, nouveaux médias. Ok. Voilà, à la base. Et en fait, après avoir fait plusieurs expériences dans le domaine nouveaux médias, communication, c'est là en fait que je me suis rendu compte que ma quête de sens n'allait pas. Ouais. Et en fait, je suis revenue du coup à l'animation. Ça, c'était des jobs d'été que je faisais depuis mes 17 ans. Et en fait, du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier principal pour revenir un peu à ce que tu disais dans la présentation, ce côté humain, la transmission, tout ça, voilà. Ok, est-ce que il y avait un métier rêvé ? Je demande ça à tout le monde. Est-ce qu'il y avait un métier rêvé étant enfant ? Pas spécialement. J'ai eu plein de projets, voilà, je me souviens qu'à un temps je voulais être gouvernante dans des grands hôtels, mais du coup en y réfléchissant quand j'ai préparé, je me suis dit que c'était toujours ce truc de s'occuper des autres en fait. J'avais vraiment ce truc là quoi. Donc les études en communication, c'est arrivé un peu par défaut ou c'était parce qu'en fait à la base, enfin j'ai commencé par des études d'espagnol pour être prof d'espagnol, j'ai fait 2 ans et j'ai arrêté. Du coup après j'ai fait lettres modernes pour être prof de français et voilà. Ça me plaisait mais je sentais que c'était pas ma voie, donc du coup pour aller vers quelque chose de plus professionnalisant, je suis allée sur la com. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais c'est là après c'est en rentrant dans le monde du travail vraiment que je me suis rendu compte que être assis derrière un bureau toute la journée, ça allait pas me convenir, et puis en fait ça avait très peu d'humain finalement, voilà, donc mais ça t'aide quand même un petit peu dans ce que tu fais aujourd'hui, complètement, non ? Et du coup je me dis finalement tout a un sens, parce que du coup maintenant j'ai l'impression que heureusement que je l'ai fait finalement, donc heureusement que je suis passée par là, donc Ouais, parce que t'as t'es présente sur les réseaux et tout, tu communiques plutôt bien, enfin on sent que ça t'a aidé, pense, quoi. Oui, c'est vrai. C'est un atout. Ok. Et donc du coup, l'animation, alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu faisais et comment ça se passait ? Alors du coup j'ai fait beaucoup d'animation, donc périscolaire, donc voilà, donc ça c'était à la ville de La Rochelle.
Donc c'était vraiment, on s'occupait des enfants le matin avant l'école. Ensuite, il y avait le temps du midi sur la cantine en fait, et le soir après l'école. Et donc ça, c'est un travail que j'ai fait pendant quelques années. Et après, j'ai été engagée dans un centre social où là, j'avais en plus, donc il y avait déjà ces missions-là, mais il y avait aussi du temps dans la structure où il y avait beaucoup d'administratifs, beaucoup d'élaboration de projets, etc. Voilà. Et comment ça se passait? C'était un métier que t'as aimé, que t'as alors apprécié? c'est un métier que j'ai adoré, que ça reste aujourd'hui les meilleurs souvenirs que j'ai de ma vie, vraiment. Des rencontres, des expériences, des fous rires, voilà, plein de choses. Avec les enfants ou avec les collègues? Avec les collègues, avec les enfants, avec tout le monde. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Mais avec le temps, j'ai pris conscience que c'est, enfin, à mon sens, quelque chose qu'on peut pas faire toute sa vie parce que c'est vraiment très très prenant en termes physiques et émotionnels. En plus, moi, je suis diagnostiquée aussi hypersensible, donc voilà, j'ai tendance à beaucoup prendre les émotions des autres, etc. Donc puis il y en a beaucoup des émotions avec les enfants. voilà, exactement. Ouais. En plus, en centre social, bon bah là, c'était dans un quartier populaire, donc on est aussi face à des problématiques, voilà, de personnes, d'enfants, de familles aussi, qui ont parfois des problématiques. Donc c'est voilà, c'est. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire ça toute leur vie, mais moi c'était pas mon cas, donc voilà. Mais j'ai adoré. Ok, alors du coup, qu'est-ce qui fait que à un moment donné, c'est vraiment cette question de gestion des émotions ou à quel moment, enfin, qu'est-ce qui a été le déclic, quoi? À quel moment tu t'es dit, c'est peut-être plus fait pour moi, quoi? Bah en fait ça a été sur plusieurs années. Il y a eu vraiment le côté conditions de travail qui était plus supportable, mais ça m'est pas venu comme ça. Ça a été vraiment sur le long terme où effectivement bah c'est un métier extrêmement précaire. On est très mal considéré, que ce soit par nos supérieurs ou par les familles ou par la ville, enfin voilà. On avait un salaire misérable par rapport aux heures de travail qu'on faisait, en termes d'énergie aussi qu'on donnait, voilà, c'était... on n'avait vraiment pas de retour en fait, on n'avait pas du tout de reconnaissance, que ce soit financièrement ou voilà, ou moralement. Et puis aussi, il y avait ces trucs-là la réglementation était pas souvent respectée, et il y avait des fois où en fait j'ai eu des situations où les enfants étaient en danger, clairement. Ah oui. Et là, mon hypersensibilité fait que je pouvais pas tolérer ça. Et du coup, voilà. En fait, au bout d'un moment, à force de subir toutes ces choses-là, plus la fatigue, le stress, enfin voilà, ça a été un épuisement, mais pas d'un coup. Ça a été vraiment crescendo. Et en même temps, j'avais déjà des soucis de santé que j'ignorais, mais du coup, les deux se sont augmentés en même temps. Et vraiment, finalement, le déclic, ça a été ma santé qui décline, en fait, finalement. Donc, j'ai été arrêtée plusieurs fois, jusqu'à un jour où je suis revenue quand même. Et je me souviens quand même qu'une fois, j'ai pas pu y aller parce que je pleurais tellement. Et du coup, je pense que j'ai fait une sorte de burn-out. Ouais, voilà. Ouais. Je pense que j'ai fait une sorte de burn-out, mais je voudrais pas mettre la faute que sur le travail parce que je pense qu'il y avait aussi mon corps qui lâchait et du coup ça a été un mélange des deux. Enfin voilà. Mais donc il y a eu ce moment-là où donc vraiment j'ai fait un burn-out émotionnel, mais je suis quand même retournée après des longues semaines d'arrêt. Et là par contre c'est que j'ai fait un malaise avec les enfants. Alors heureusement j'étais pas toute seule comme adulte, mais j'ai fait un malaise avec les enfants et du coup là je suis partie et je suis jamais revenue quoi parce que c'était trop. Donc ouais, ok. Est-ce que tu penses que c'est parce que t'avais l'air quand même d'aimer ton métier, donc c'est quoi, tu dirais que c'est l'environnement dans lequel t'étais qui n'allait pas? Bah en fait c'était plein de choses. C'était en même temps l'environnement, que énormément de bruit tout le temps, les enfants qui sont demandeurs en permanence, les collègues aussi en demande, voilà. En plus moi ça faisait quand même 4 ans que j'y étais, et puis j'étais pas dans les plus âgés, mais bon voilà, j'étais quand même un peu plus âgée que la majorité, donc et puis voilà, j'étais responsable, je suis quelqu'un qui est très responsable, donc j'avais un peu ce truc de on vient me voir, on me demande tout, qu'est-ce que je dois faire et tout ça, et donc en fait c'est tout, c'était trop de pression, les enfants venaient me voir qu'à moi, enfin voilà, et du coup ça plus ma santé qui déclinait, voilà. Sur sollicitation quoi. Sur sollicitation, ouais. Et puis je voyais bien que mes collègues ils tenaient mieux que moi, je comprenais pas en fait. Je me disais mais c'est bizarre, eux ils ont l'air moins fatigués.
moi tout le temps je me plaignais de douleurs, de fatigue, tout ça. Et en fait au bout d'un moment je me suis dit c'est quand même bizarre, il y a quelque chose. Et donc du coup avant tout le moment où j'arrête vraiment, j'avais déjà commencé à faire des recherches médicales. On trouvait rien, mais bon moi je sentais bien qu'il y avait quelque chose quoi. Mais du coup voilà, je peux pas mettre la faute sur que le travail. Je pense qu'il y a eu les deux en fait qui sont mis. Un peu. Ouais, il y a la santé et le travail en lui-même. Et quand tu dis manque de considération, du coup, c'est manque de considération de la part de qui? Des parents, des enfants, des supérieurs, des supérieurs. Des enfants. Alors, des enfants pas trop quand même, hein, parce qu'au contraire, on sentait. C'est ça qui m'a fait tenir aussi longtemps. Hein, c'est qu'on sentait qu'on était très très utile. Mais c'est surtout les familles, surtout les supérieurs, et puis même au-delà de ça, la société, même le gouvernement. Par exemple, quand on a été confinés, enfin quand il y a eu le Covid, nous on a été les derniers à être, on a continué à travailler pendant un bon moment avant d'être confinés. On parlait pas de nous à la télé. Voilà, les enseignants ils étaient tranquilles chez eux, nous on était encore là. Personne parlait de nous. Et du coup ça nous a fait un petit, mais tous, hein, ça nous a fait un petit choc en mode, mais en fait on est rien, en fait on sert à rien. Alors que heureusement qu'on est là finalement parce que. Il y a énormément de professions comme ça qui lors du Covid se sont rendus compte un petit peu de comment ils étaient considérés quoi. C'est ça. Ouais. Moi je pense que le Covid de toute façon ça a fait un déclic énorme à plein de gens. Pas mal de gens. Mais c'est vrai qu'en fait je me suis dit. Les gens ne se rendent pas compte à quel point on est utile parce que en fait les profs ils pourraient pas manger, ils auraient pas de pause si on n'était pas là. Les parents ils pourraient pas travailler autant qu'ils voudraient si on n'était pas là, que ce soit le matin ou le soir. On a eu les enfants des médecins du coup pendant le Covid. Et donc nous on était obligés d'être là, on prenait des risques, personne parlait de nous, on n'a pas eu d'augmentation ni rien. Bon, en même temps on n'en a pas demandé, enfin on n'en voulait pas, mais c'est juste ce manque en fait de reconnaissance constant. Et puis au quotidien c'était les parents c'était ah bah ça va, aujourd'hui vous allez jouer toute la journée pendant que nous on va travailler. Bah en fait, comment te dire que moi là il est 7h du mat, je finis à 17h, je vais pas avoir de pause. Non en fait je vais pas jouer toute la journée, faut arrêter. Donc, et puis jouer, déjà jouer des jeux d'enfants, bon c'est pas forcément ce qui nous amuse le plus, mais en plus de ça, je sais pas il y avait combien d'enfants à gérer. Oh, c'est énorme. Enfin moi là dans le groupe où j'étais, le plus que j'ai fait c'était des 2 ans et demi, 3 ans, et dans une salle, et des fois on en avait jusqu'à 35. Ouais, donc moi je préfère largement aller bosser que avoir 35 gosses qui te courent dans du jeu. En sachant que j'adore les enfants, hein, mais non mais bien sûr. Mais bon, voilà, en sachant qu'il faut gérer les vomis, les cacas, voilà. Bon. Donc bon. Ok, je comprends. Alors donc du coup ça finit pas super bien quoi. On va dire que ça. Est-ce que la première chose c'est tu gères le côté médical ou est-ce que tu gères d'abord qu'est-ce que je fais après? Alors en fait, j'avais quand même déjà une petite idée derrière la tête avant de partir. Donc j'avais déjà un projet de changer. Je pense que j'avais l'intuition que ma santé me permettrait plus de continuer ce travail. Donc j'avais déjà enclenché un projet d'études en nutrition. D'accord, il y avait déjà cette idée de nutrition. Pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Alors déjà parce que j'étais très intéressée par ça, je suis quelqu'un de très sportif aussi, donc il y avait aussi ce truc de manger mieux pour pouvoir être plus performant et tout ça. Puis aussi parce qu'en fait je sentais bien, alors moi du coup la maladie que je suspectais le plus c'était l'endométriose, et dans mes recherches on voyait bien que l'alimentation pouvait jouer dans la gestion de la maladie. Donc du coup, je me suis dit, vu qu'il y a personne qui peut trouver ce que j'ai et qu'il y a personne qui peut m'aider dans la gestion de ma santé pour l'instant, va falloir que je trouve des solutions moi-même. Donc je me suis énormément renseignée sur l'alimentation anti-inflammatoire, sur plein de choses. Je suis devenue végétarienne aussi à ce moment-là. Okay. Donc pareil, en fait, j'avais besoin de savoir comment bien compenser, comment rester en bonne santé, comment rester en bonne santé et comment gérer les symptômes que j'avais. Donc je me suis énormément renseignée, puis c'est devenu un peu une passion en fait, donc ça. Ouais, parce que c'est une chose de se renseigner, mais c'est une autre chose que ça nous intéresse au point de creuser à fond le sujet quoi. Mais en fait j'étais intéressée je faisais que ça, même sur les mes temps de pause au travail, je regardais des vidéos sur ça, c'était vraiment c'est devenu une passion. Et en fait, je me suis dit que j'avais toujours été un petit peu passionnée parce qu'en fait, je connaissais énormément de choses déjà. Donc, et du coup, c'est là que je me suis dit, mais si c'est autant simple, fluide et c'est peut-être parce que c'est par là qu'il faut aller quoi. Donc, Exactement.
Et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, tu penses? C'est le côté prendre soin de soi? Est-ce qu'il y a un autre aspect? Ouais, je pense qu'il y a le côté notre corps, c'est un peu notre temple, et du coup prendre soin de lui, c'est se respecter, c'est se montrer c'est se donner de l'amour. Enfin voilà, il y a ça. Il y a aussi un peu un engagement entre guillemets politique, dans le sens aussi où voilà, moi je suis végétarienne, donc forcément c'est aussi par conviction, et du coup je me dis bah quand tu manges, tu fais des choix. Et voilà, ça peut aussi montrer les valeurs que tu as, etc. Ça peut aussi avoir une notion écologique. Aujourd'hui, on est conscient que manger moins de viande, ça a que des bénéfices pour la planète, donc voilà. Bah, et puis au-delà de la viande, de même consommer des légumes, Voilà. des fruits ou des légumes qui viennent pas de voilà. l'autre bout de la terre, c'est déjà... Ouais. C'est ça, bien sûr. En fait, en mangeant, on peut vraiment agir en choisissant ses aliments, en choisissant sa manière de manger en conscience, on va dire. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc c'est un peu tout ça qui m'intéresse. Et plus aussi, il y a vraiment eu ce truc à l'heure actuelle, avec les problèmes de santé que j'ai, et dont je suis pas la seule à souffrir, on est plein, personne ne peut m'aider, alors je vais essayer de devenir la personne, déjà d'une qui peut m'aider moi, et puis qui peut aider les autres aussi. Ok. Voilà. Donc il y a déjà cette idée de nutrition, nutritionniste, coach en nutrition, qui arrive en fait directement après que t'aies quitté le c'était déjà même avant, mais je réalisais pas trop. Je réalisais pas trop parce que en plus je le faisais, tu vois, pour mes amis par exemple. Dès que mes amis avaient un problème, elles m'écrivaient qu'est-ce que je peux manger, voilà. Donc en fait je visualisais pas trop que ça pourrait être vraiment mon métier, mais je me disais juste il faut que je fasse quelque chose qui me passionne, et puis c'était plus pour me sortir un peu, je pense, des stress. Donc déjà t'avais cet aspect quand même un peu coacher les gens. Ouais, okay. toujours. Donc t'étais déjà vue comme un peu la spécialiste du domaine un peu. Ton entourage. Ouais. Et est-ce que là t'as déjà l'idée d'en faire ton métier, ou est-ce que c'est les gens qui te disent mais attends, tu devrais en faire ton métier? Ouais. Après je l'ai eu. Mais ça a mis du temps à venir, vraiment. Je me suis dit, ok, ça va être mon métier. Et puis, je pense que jusqu'à temps que je le fasse, j'y croyais pas vraiment. Enfin, j'y croyais, mais sans y croire. Parce que pour moi, c'était trop beau pour être vrai. Je pouvais pas faire ça et que ce soit vraiment mon métier. Je me disais, mais c'est fou. Enfin, je travaille pas, en fait. Enfin, je fais c'est ma passion. Donc, bah ouais, donc vu que j'avais toujours fait des boulots où c'était très compliqué, où fallait vraiment c'était beaucoup de souffrance parfois, je réalisais pas qu'un jour ça pourrait vraiment être mon activité, quoi. Donc alors à quel moment t'as eu ce déclic de te dire je vais en faire mon activité? Bah quand je n'ai plus pu me rendre au travail. Quand j'ai fait mon malaise et que là j'ai été licenciée pour inaptitude, du coup là je me suis dit ok, bon bah là va falloir vraiment se dire ok. Et donc tu t'y prends comment? Est-ce que tu reprends des études? Ouais, j'ai repris des études, donc j'ai fait une mise à niveau scientifique avec le CNED, et ensuite j'ai fait un BTS diététique avec le CNED aussi, à distance, voilà. Donc qui te donne, je sais pas comment ça se passe dans ce monde-là, qui te donne le titre de nutritionniste? Alors normalement si tu vas jusqu'au bout, ça te donne le titre de diététicien. Sauf que du coup, à cause de ma santé, je n'ai pas pu valider toutes les épreuves. Okay. J'ai pas pu aller à certains examens parce que les examens c'était très difficile pour moi. Donc j'ai validé les matières principales, et du coup j'ai fait le choix de ne pas être diététicienne, et du coup de devenir coach en nutrition. Donc c'est pas totalement le même métier, mais voilà. Alors justement, du coup, ce côté symptômes physiques qui arrivent et qui même te font rater certains examens, est-ce que tu peux nous en parler à la hauteur de là où tu veux en parler? Voilà, il y a pas t'es pas obligé de tout nous dire non plus, mais tu vois, de parler de ces maladies qui aussi font partie, mine de rien, de ce parcours, non? Je suppose Bien sûr. Ça fait entièrement partie de ta reconversion. Ouais. Bien sûr. Bah déjà ça en fait partie parce que c'est ça qui m'a sauvée. C'est aussi les maladies qui m'ont permis de changer de voie, et c'est le fait d'avoir changé de voie qui m'ont permis de gérer aussi mes symptômes et de faire que maintenant ça va mieux. Donc là moi du coup j'ai été diagnostiquée d'une fibromyalgie en premier, et aussi d'une endométriose superficielle. Au niveau des symptômes, ça peut aller, c'est tellement varié que je pourrais même pas tous les dire, mais en gros la fibromyalgie c'est une maladie du système nerveux, donc
Donc ça va vraiment donner des douleurs musculaires, articulaires et neuropathiques. Beaucoup de fatigue chronique, donc on a un syndrome de fatigue chronique. Donc ça c'est le principal, mais du coup c'est constant, avec parfois des grosses crises à plus trop pouvoir marcher. Donc moi ça m'est arrivé. Et l'endométriose, bon, c'est une maladie qui est un peu plus connue, mais voilà, ça va être des grosses douleurs au niveau du ventre, des grosses douleurs menstruelles, voilà, c'est des choses comme ça, mais du coup, c'est très handicapant. Bah oui. Voilà, donc. Et je voulais qu'on le précise parce que voilà, c'est pour dire que c'est pas une petite crise où on se dit oh là, dis donc ça va pas trop bien, etc. Voilà, il y a une vraie pathologie derrière, donc ne pas aller à ces examens, tomber, enfin faire un malaise devant les enfants, c'est pas voilà, c'est pas du chichi quoi. On va dire. En même temps, il y a des moments, enfin, en fait, ça m'empêche de faire des choses simples. Et en même temps, sur d'autres choses, je peux vivre normalement. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai du mal à rester assise trop longtemps et j'ai du mal à rester debout trop longtemps. Mais par contre, je peux marcher, sauf crise où je peux plus marcher, mais en temps normal, je peux rester en mouvement. C'est pas difficile pour moi. Okay. Donc, c'est un peu paradoxal, on va dire. Ouais, je comprends. Donc, voilà. Et toi qui nous a dit que t'étais sportive, ça t'handicape pour faire du sport aussi ou pas? Alors... En soi, ça peut m'handicaper, mais c'est surtout grâce au sport que je peux encore tenir. En fait, je fais du sport presque tous les jours, et c'est ça qui me fait tenir. Ok. Voilà. Donc c'est ça qui me donne de l'endorphine pour sentir moins les douleurs. Ah. C'est ça qui me fait que ça renforce mes muscles pour que du coup les mouvements soient moins difficiles pour moi. Ça gère aussi mon mental, parce que du coup, ça j'ai oublié de le dire, mais la fibromyalgie vu que ça touche le système nerveux, ça crée beaucoup d'anxiété, de dépression, voilà, donc plein de choses émotionnelles comme ça. Donc le sport permet aussi de gérer le système nerveux à ce niveau-là. Donc voilà. Ok. Bon, je voulais faire cette petite parenthèse pour voilà expliquer un petit peu la condition aux gens qui nous écoutent. Alors, en quoi, du coup, puisqu'on est là-dessus, en quoi est-ce que la nutrition et la manière de t'alimenter agit sur ces maladies? Bah, en fait, c'est deux maladies qu'on appelle inflammatoires. Donc, je vais pas partir dans les trucs scientifiques parce que voilà, en plus, j'ai pas forcément les bons mots, mais en fait, voilà, c'est des maladies qui nous mettent en situation d'inflammation. Et du coup, le fait d'avoir une alimentation adaptée, ça va venir calmer un peu l'inflammation, donc diminuer les crises, diminuer les douleurs et rendre ça un petit peu plus gérable, en fait. Voilà. Donc voilà. Ok, donc ça, si t'avais une alimentation à base de junk food ou de choses comme ça agirait en négatif sur la maladie? Souvent, ouais. Je peux pas dire à chaque fois parce qu'en fait il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu, mais très souvent, oui. Si t'es déjà inflammé par ces maladies-là, effectivement, mal te nourrir, ça va venir empirer les symptômes. Et donc quand je parle d'alimentation anti-inflammatoire, si tu veux en savoir plus, ça va être vraiment tout ce qu'on voit maintenant, mais ça va être limiter les produits à base de blé et de gluten. Ça va être diminuer, voire arrêter l'alcool. Diminuer les sucres dits raffinés, voilà, ça va être des choses comme ça. Et c'est quoi des sucres raffinés? Bah ça va être le sucre rapide en fait. D'accord. Ce qu'on appelle sucre rapide, ça va être en fait tous les sucres. Donc c'est pour différencier des sucres par exemple dans les fruits où là c'est avec les fibres et tout ça, ça se passe pas pareil dans le corps. Plutôt que manger des sucreries, ça va direct dans le corps et du coup ça peut inflammer. Ok. Et voilà. Donc du coup, reprise d'études, t'as dû vraiment, alors même si tu regardais tu t'intéressais beaucoup au sujet, je suppose que ça a dû quand même te faire une grosse mise à jour parce qu'il y a de la science aussi. Bah oui, voilà. Et puis alors moi j'étais une littéraire, hein, donc autant te dire que là ça a été compliqué. Donc heureusement que j'avais fait une mise à niveau pendant 6 mois de sciences, de biochimie et de physique-chimie, je crois. J'avais même un peu de maths. Donc ça c'était grosse sortie de zone de confort, mais finalement ça m'a intéressée. Bon, je me rends compte que j'ai du mal toujours quand je suis en séance avec des clientes, j'ai du mal toujours à expliquer bien comme font les scientifiques, mais je le dis avec mes mots et ça se passe très bien. Mais en fait ça m'a énormément intéressée.
parce que du coup je comprends les réactions dans le corps, donc c'est passionnant finalement. Donc à ce moment-là, quand tu repasses des diplômes et tout ça, tu te dis ouais, ça y est, je suis sur la bonne voie, quoi. Ou pas encore? C'est-à-dire? Bah ça y est, je suis sûr que je vais en faire mon métier, le sujet me passionne, et tout ça, quoi. Oui. Et du coup, ça a même été un peu dur pour moi d'abandonner le fait d'être diététicienne, parce que du coup, je me suis vraiment investie à fond dans ces études-là. J'ai fait des stages en hôpital, j'ai eu des patients et tout ça. Donc le fait de se dire, finalement, je serai pas professionnelle de santé, ça a été un peu dur. Mais après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Et puis ça va me permettre aussi du coup d'avoir un aspect un petit peu plus coach que parfois les diététiciens ne peuvent pas avoir parce qu'ils ont pas le temps, ils ont d'autres choses, voilà. Et d'avoir ce côté un petit peu plus coach, on accompagne, on aide dans les émotions et tout ça. Donc il y a des diététiciens qui le font qui sont très bien et qui le font aussi, mais ils ne le font pas tous. Donc je me suis dit voilà, c'est pas grave. Et de toute façon, il y aura peut-être, enfin, c'est pas fini, non? Il y a peut-être possibilité de le repasser. C'est possible. Ouais. Je suis pas fermée pour l'instant, voilà. En fait, le problème, c'est que j'ai été confrontée à un refus d'aménager les choses pour moi. J'étais pas encore considérée handicapée à l'époque, donc et en plus, je suis même pas sûre que j'avais eu le diagnostic. Donc du coup, en fait, voilà, ils ont pas voulu faire d'aménagement. Peut-être que maintenant, ça changerait. Il y a combien de temps entre ton arrêt d'animatrice périscolaire et ta reprise d'études, ton diplôme et tout ça? Eh ben, il y a 0 temps parce qu'en fait j'ai commencé j'ai commencé la mise à niveau sur mon arrêt, avant d'être licenciée pour inaptitude. Donc donc tu savais où t'allais, quoi. T'étais déterminée. Ouais. J'avais besoin émotionnellement d'aller là-dedans déjà pour me dire il y a une suite et voilà. Et puis en plus c'est que physiquement il fallait que j'ai des réponses. Donc vu que les médecins ne pouvaient pas me les apporter, il me fallait des réponses. Ok. Et c'est pendant ces études-là où tu te dis enfin, est-ce que l'idée de te mettre à ton compte, il arrive tout de suite ou est-ce qu'il y avait d'autres options envisagées? Enfin, non, pas tout de suite, mais c'est lors de mes stages où je me suis dit, en fait, les stages en hôpital, du coup, en structure, où je me suis dit, en fait, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Parce que c'est trop... Pourquoi? Parce qu'avec mes problématiques de santé, c'est trop compliqué, de rester assis toute la journée, ou de rester trop longtemps debout, ou même d'être là toute la journée. En fait, j'ai trop de fatigue émotionnelle, trop de stress aussi, et je me dis je ne vais pas y arriver. Déjà mes stages ont été très difficiles de travailler tous les jours 7 à 8 heures par jour. En fait j'y arrivais plus du tout. Donc là je me suis dit en fait ça c'est plus possible. Va falloir trouver une solution donc voilà. Donc t'avais besoin d'aménager un petit peu ta manière de faire, quoi. En fait, je prends vite conscience qu'il va falloir que je crée un peu mon propre rythme. Ouais. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Oui, que tu crées ta propre activité, exactement. Ton propre poste, en fait, quoi. Ouais, même ça. Quelque part, ouais. En fait, c'est un peu ça, ouais. Donc, tu te lances environ vers quelle période? Du coup, ça a dû durer au moins 2 ans, enfin... Ouais, ça a dû durer 2 ans et demi, 3 ans à peu près, la période entre études, entre études et voilà. Et finalement, j'ai vraiment ouvert Cléma Nutrition, il y a un an. Ok. Voilà. Alors justement, tiens, les études et tout, donc 2 ans quand même, donc 2 ans sans rémunération. Du coup, j'avais le chômage. Ouais, okay. J'avais le chômage vu que j'avais été licenciée pour inaptitude. Du coup, j'ai eu le droit au chômage. Ok. Voilà. Donc ça c'est très bien. Donc financièrement, ça t'a permis. Mais il y a quand même la formation à financer, non? Ouais, mais du coup, c'était pas non plus extrêmement cher. Et puis en fait, je savais. Okay. Je savais. Donc je l'ai fait. Voilà. Donc ça, c'était même pas un problème, quoi. Non, ça, c'était pas un problème parce que je savais. Ouais, voilà. Il y a des fois, il y a des sommes où on se dit, il faut le faire parce qu'on sait par la suite que c'est ce qu'il faut faire. Donc, ça n'a pas été un frein du tout. Et donc, donc tu lances, donc Cléma Nutrition, c'est ça, le nom de ton, directement? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai compris que j'arriverais pas à finir, à terminer toutes les épreuves. Et très rapidement après, je me suis dit, bon, allez, on change de plan, voilà. Okay. Donc j'ai mis quelques mois quand même pour me dire, bon, comment je vais tourner la chose, voilà.
Et voilà, en mars du coup 2025. Oui. Ouais, il y a un an. Oui, il y a un an. Ok. Bon, comment ça se passe? Alors du coup, parce que enfin, je sais pas, remarque, mais comment ça se passe quand on veut se lancer comme ça dans une nouvelle activité? Alors du coup, tout est nouveau, nouvelle activité, nouveau métier et aussi une nouvelle manière de faire puisque t'es à ton compte. Ouais. Comment ça se passe? Comment tu prends les choses à ce moment-là? Franchement, très très simplement. Ouais. Ça a jamais été aussi fluide et simple de ma vie, je crois. Donc c'est là aussi qu'on se dit c'est que t'es sur la bonne voie. Parce que voilà. Mais après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que j'ai gardé un peu le travail avec les enfants. D'accord. Mais d'une autre manière. Donc du coup, j'ai aussi cette rentrée d'argent-là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que du coup, maintenant, je travaille plus en babysitter professionnel. Ok, d'accord. Donc on est sur un cadre beaucoup plus cool. Je travaille chez les gens avec 3 enfants maximum en même temps. Et voilà, c'est pas toute la journée, c'est quelques heures par jour, donc voilà. Donc du coup, il y a ça quand même qui est rassurant un peu aussi d'avoir ça. Et puis c'est aussi quelque chose que j'aime, donc j'étais contente de pas le quitter complètement. Et pour ce qui est de l'activité, non, franchement, ça a été très simple finalement. Ouais, même pour se faire connaître et tout ça. En fait, j'avais déjà un compte Instagram que j'alimentais pendant mes études, donc du coup, j'avais déjà qui est spécialisé nutrition. Ouais. Donc j'ai juste dû changer un peu la dynamique du compte et puis faire des visuels, voilà. Bon, ça prend du temps par contre d'alimenter le compte Instagram, mais voilà, après vu que c'est quelque chose que j'aimais faire quand je faisais de la communication, du coup c'est pareil, en fait, je me suis dit ça aussi c'était simple finalement. Pareil, vu que j'ai fait beaucoup d'écriture, de rédaction web, etc. Écrire des posts, c'est quelque chose que j'aime, donc c'était simple. Faire de la com, c'était simple. Faire du coaching, c'était simple parce que c'était déjà ce que je faisais dans mon temps privé, donc finalement. Okay. Mais alors dans ton temps privé, tu le faisais avec des gens, avec des amis, avec des proches. Oui, voilà. Là, tu reçois des inconnus. Ouais, mais ça n'a pas été de souci. Tu t'étais vraiment dans la bonne voie, donc il n'y avait pas de. En fait, même je me rappelle très bien que la première fois que j'ai fait un coaching avec vraiment quelqu'un que je connaissais vraiment pas du tout pour le coup, je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin, c'est là j'aurais dû payer pour faire ce que je viens de faire. Tellement j'ai adoré ce moment quoi. Et je me suis dit mais c'est trop bizarre. Enfin. Et alors, des fois encore ça m'arrive de me dire mais c'est pas possible en fait de faire ça aussi naturellement avec plaisir et en même temps d'aider vraiment les gens quoi. Justement le premier accompagnement, comment ça se passe? Parce que c'est quand même un métier où il y a quand même besoin d'avoir de la crédibilité et tout ça. Alors bon, je suppose qu'au début on a tous le truc du syndrome un peu de l'imposteur. On a un peu ce truc de se dire mais pourquoi est-ce que moi je vais donner des conseils? Alors comment ça se passe le ou les premiers accompagnements? Franchement ça se passe très bien. En fait, le syndrome de l'imposteur, même encore maintenant, des fois, je l'ai, mais ça passe, c'est vraiment des petites vagues. Et je pense que tout le monde ressent ça parfois dans son travail, ou voilà. Mais même dès le début, je l'ai pas tant eu. En fait, je savais tellement de quoi je parlais et j'étais tellement passionnée que j'ai pas senti tant cette chose-là. Et puis j'ai vu que les gens, ça les aidait vraiment. En fait, j'ai eu vraiment beaucoup de retours positifs. Voilà, merci beaucoup, ça m'aide vraiment ce que tu me dis, je comprends vraiment ce que tu dis, enfin voilà. Et en plus les clientes que j'ai eues au début ont rapidement eu des résultats aussi, donc ça aide, forcément ça aide aide à se sentir légitime, on va dire, mais c'est vrai que ça c'est pas quelque chose que j'ai trop, ça m'arrive des fois, mais c'est pas... Mais en fait, de ce que j'ai l'impression là, de ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, c'est que en fait t'as eu cette espèce de déclic et en fait t'aimes tellement le sujet que tu traites et ce que tu fais que en fait tout le reste coule de source quoi, ouais c'est ça. Ouais. Honnêtement c'est ça. Après il y a eu quand même des fois où j'ai dû vraiment travailler un peu ce truc de comment mettre des limites, comment gérer un peu la posture du coach, pas trop donner, pas trop ça c'est plus ça en fait mon problème moi. Tu t'es fait former là-dessus ou pas? Non.
Mais du coup, voilà, c'est un travail que je fais et que je fais encore d'ailleurs, parce que moi, mon problème, ça va plutôt être ça, c'est ne pas trop en faire, ne pas trop m'épuiser pour les autres, enfin laisser aussi aux autres leur travail. Enfin voilà, je peux pas faire à leur place non plus. Donc ça va être plus ça en fait ma problématique. Ouais, ça va un peu avec le côté hypersensible que tu disais au début, se mettre à la place des gens constamment et tout ça. Ouais. Trop d'empathie. Trop d'empathie, ouais. Alors comment on fait pour travailler là-dessus ? T'as des petits tips ou pas ? Alors, je pense que j'ai quand même beaucoup regardé aussi ce que faisaient les autres, comment ils géraient un petit peu ça, et du coup, voir la posture des autres, ça m'a permis aussi de me dire ah oui non mais là ça c'est la limite, faut pas faire plus et tout ça. En fait, je me suis quand même pas mal inspirée de ce que faisaient les autres. C'est une bonne tactique. Ouais, mais après il y a de la littérature qui existe aussi, il y a des qui parlent de ça, il y a des gens qui en parlent très bien. Alors il y a aussi des escrocs dans ce monde-là, mais bien sûr, faut savoir choisir. Ouais. Justement, tiens, le monde du coaching, tu sais, en ce moment, on va fleurir beaucoup de coachs en plein de choses différentes, etc. Est-ce que tu en pâtis un petit peu de cette image-là ou pas ? Comment et surtout, comment est-ce que tu te différencies toi par rapport à tout ça ? Alors, je pensais que j'allais en pâtir plus que je n'en pâtis finalement. Ouais. Honnêtement, au début, je me suis dit, bon, ça va être dur. Et finalement, je me rends compte quand même que les gens font appel vachement à leur intuition pour aller consulter des professionnels de toutes sortes. Et du coup, en fait, j'attire à moi les bonnes personnes, j'ai l'impression. Après, j'ai un côté un peu spirituel, hein. Je sais pas si ça se sent, mais du coup, j'ai conscience que ce qui vient à moi, ça doit venir à moi, et si je viens à eux, c'est... Mais ça, c'est une vérité, hein. C'est pas un truc spirituel, hein. Non, mais... moi aussi, dans l'accompagnement ou dans le coaching, on dit souvent qu'on accompagne les gens qui nous ressemblent. Voilà. Et que du coup, en fait, c'est de l'humain, on fait de l'humain. Donc, effectivement, tu vas pas prendre un coach si tu te sens pas d'atome crochu trop avec lui ou elle, quoi. Donc du coup, non, en fait, je pense que je pourrais faire beaucoup plus de clients, mais en fait, c'est pas mon but. Moi, je veux vraiment attirer les bonnes personnes et... Alors les bonnes. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Il y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes. Mais c'est pas ça que je veux dire. Les bonnes personnes au bon moment, enfin je veux dire... Ouais. Non mais je vois ce que tu veux dire. Vois oui, des gens que t'as envie d'accompagner, quoi. Ce que je veux dire, c'est à l'instant T... accompagne, enfin j'arrive pas à expliquer. Non mais je pense qu'on voit très bien là où tu veux aller. Pour moi c'est attirer des personnes qui ont besoin de toi. Ça m'est arrivé plein de fois de refuser des coachings. Ok. Tu vois, parce que je sentais que la personne elle était pas prête ou que elle allait pas aller dans le bon sens. Et en fait, moi, j'avais pas envie, moi, de lui dire, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça. Je voulais pas, et je me suis dit, soit elle ira voir quelqu'un d'autre, ou soit elle reviendra plus tard. Ouais, parce que c'est une chose d'aller voir un coach, mais quand il s'agit de l'alimentation et tout, je suppose qu'il faut quand même être motivé, quoi, pour se mettre en place changer ses habitudes de nourriture, d'alimentation, pardon. Je pense qu'il faut quand même avoir du temps d'espace mental. Et être motivé, la volonté de changer, et puis surtout la volonté de prendre soin de soi. C'est ça surtout. Et en fait, j'ai eu parfois des personnes où je sentais que c'était pas du tout cette volonté-là. C'était plus performance ou d'autres choses. Et en fait, je me suis dit, même moi, je me suis dit, c'est pas que c'était les mauvaises personnes, mais je me suis dit, moi, je vais pas réussir à faire ce qu'ils veulent, et je vais leur prendre leur argent pour rien. Enfin, eux vont pas être satisfaits. Donc en fait, ça sert à rien. Ça va être de la perte de temps pour la personne, ça va être de la perte de temps pour moi, et voilà. Ok. Donc, c'est vrai qu'il y a ce truc de performance aussi. Des fois, on le fait pas forcément pour les bonnes raisons, ce type d'accompagnement. Après, je juge pas du tout, hein, mais c'est juste que je me suis dit, ça va pas matcher, et puis en plus, la personne, elle va pas être satisfaite, donc c'est pas mon but. Ouais, voilà. Tout à fait. Il faut savoir dire non aussi, des fois. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Et ça, je suis très fière, parce que c'était quelque chose que j'arrivais pas du tout à faire dans ma vie. Okay. Et en fait, mine de rien, avec cette activité, ça m'apprend... Bon, ça a déclenché plein de choses chez toi, alors, cette nouvelle activité. Ouais. Aussi bien sur la santé, du coup, que sur oser faire des nouvelles choses. Quoi. Ouais. C'est du développement personnel. Ouais, c'est très bien. C'est souvent ça, hein, quand on trouve un truc qui nous passionne, il y a forcément plein de choses qui vont mieux après, quoi. Alors, justement, tes accompagnements, comment ça se passe
un accompagnement, est-ce que ça s'adapte beaucoup à la personne qui est en face de soi? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent quand même? Comment tu... Ouais, ça s'adapte quand même. Enfin, en fait, je fais déjà une séance un peu plus longue. Enfin, la première séance est un peu plus longue où vraiment je fais un état des lieux complet de la personne. Voilà, je pose énormément de questions. On discute énormément sur plein de choses, même aussi le côté émotionnel, tout ça. Enfin voilà, on va quand même dans la précision. Et après, voilà, moi je juge un peu par rapport aussi aux objectifs qu'a la cliente. De ce qu'elle va avoir besoin. J'ai des fois des personnes qui ont juste besoin d'une séance pour voilà, remettre des petits trucs, reprendre un peu me dire les habitudes qu'elle a et que je juge un peu si c'est bien, si c'est adapté ou quoi. Et après je vais avoir des personnes où ça va être plutôt sur un accompagnement vraiment, où là ça va être étape par étape, on travaille étape par étape. Donc ça va être, je sais pas, d'abord par exemple retrouver l'énergie, ensuite ça va être du coup commencer à une perte de poids légère, voilà. Mais, ouais, parce que du coup, c'est pas que pour perdre du poids, c'est aussi ouais. pour retrouver de l'énergie, comme tu disais. Il y a d'autres... retrouver l'énergie, rééquilibrer un peu ses hormones. Okay. Ça peut être, j'ai des clientes qui sont venues pour des problèmes de peau aussi. Ouais, voilà. La nutrition anti-inflammatoire. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut manger plus végétal. J'en ai eu pas mal. Okay. Je peux avoir aussi des personnes qui veulent, qui sont intolérants, enfin alors pas intolérants au gluten complètement, enfin qui n'ont pas malade cœliaque, j'en ai jamais eu, mais par contre qui ont une sensibilité au gluten, j'en ai eu aussi, donc ça c'est pareil, c'est intéressant de les aider dans ce cheminement-là. Ouais. Donc voilà. Il y a plein de cas de figure. Ouais, il y a plein de cas de figure et c'est voilà, ça va s'adapter parce que j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui avaient déjà une bonne base et qui voulaient juste vérifier si ça c'était bien et finalement qui sont venus me voir qu'une seule fois. Mais voilà, il y a quand même des personnes qui ont besoin d'un accompagnement plus long où il faut qu'on fasse par étapes parce qu'il y a du boulot vraiment. Tout à l'heure, t'as dit la cliente, tu fais que des femmes ou... Alors, en fait, j'ai fait que des femmes jusqu'à présent. J'avoue que c'est un peu ce que je cible, mais je peux accompagner aussi les hommes. C'est juste que je pense que dans ma manière de communiquer aussi, c'est un peu ce que je renvoie. Ouais. Et puis vu que je touche aussi, bah voilà, tout ce qui va être un peu maladie inflammatoire, maladie féminine, du coup, voilà, j'amène à moi quand même beaucoup plus de femmes. Donc j'ai dit cliente parce qu'en fait j'ai jamais eu d'homme client, quoi. Donc, voilà. Comment ça se passe pour se faire connaître dans ce milieu-là? Parce que du coup, il y a les diététiciens en hôpital et tout, etc. Comment est-ce qu'on se fait connaître et on se démarque par rapport à... Est-ce que déjà il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché-là? À La Rochelle, tu veux dire? À La Rochelle ou bah oui, oui, c'est on est énormément. Ouais. Donc c'est compliqué, je pense, de se faire une place. Je pense que c'est compliqué. Après. Je pense que c'est les réseaux sociaux qui marchent le plus pour le milieu du coaching et non après je pense qu'il faut pas avoir peur de voir sur le long terme aussi, tu vois. C'est moi je me dis, je sais que ça pourrait être mieux, mais en fait moi mon but c'est de pérenniser cette activité au maximum. Et en fait je cherche pas à crouler sous les demandes d'un coup. Parce que je connais ma personnalité, mon tempérament, je sais que je peux vite être épuisée et je veux pas arrêter. Donc je préfère y aller doucement mais sûrement. Et oui, le but c'est pas d'être multimillionnaire grâce à ça, c'est de le faire le plus longtemps possible. Bah c'est ça. Ouais, voilà, mon but c'est ça. Donc du coup en plus je force pas trop non plus. Je sais que je pourrais faire plus en termes de communication. Bon, ça va venir dans les prochains mois. Mais voilà, doucement mais sûrement. Très bien. Du coup, qu'est-ce qui alors, on a parlé tout à l'heure donc que ce qui t'avait plu, c'était le côté relation et tout ça dans ton précédent job. Là, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que le côté... Alors déjà, un accompagnement moyen, ça dure combien de temps à peu près? En général, c'est on a la première séance et après on a 3 séances de suivi en général. Ça, c'est ce qui se fait le plus. Ok. Voilà. Donc c'est quand même un accompagnement et après il y a un suivi plus long terme. Ouais, bah après oui, mais du coup ça va être vraiment la personne qui va revenir si elle a besoin ou alors moi je peux demander, mais souvent c'est la personne qui revient d'elle-même. Si donc donc il y a toujours cet aspect-là d'accompagner et de qui t'anime toujours autant quoi. Oui, bah ça c'est sûr. Couplé à la nutrition finalement. Ah bah oui. On est sur la bonne voie. Ah bah c'est sûr.
Ok, et si on avait dit à la plus jeune Clémentine qu'elle serait nutritionniste plus tard, elle aurait dit quoi? Tu penses? Est-ce que t'étais déjà sensibilisée à ça quand t'étais plus jeune? Non, pas vraiment. Non. Alors ça m'intéressait, mais bon, dans notre génération, franchement, on a été élevés à manger les céréales au petit-déj, c'est clair. tout ça. Donc non, quand j'y repense, je me dis, waouh, franchement, mon alimentation à l'époque, mes parents, waouh. Mais bon, on était tous dans ce truc-là, donc voilà. Mais ça ne m'étonne pas, en fait. Maintenant, ça m'aurait pas étonné, je pense, de se dire pourquoi pas. Okay. Je me serais pas imaginé, mais pourquoi pas, en sachant que voilà. Je suis quand même quelqu'un de très sportif, voilà, donc en soi ça a un sens, Ouais, okay. Et puis mon prénom, ouais, exactement, tout est lié. Qui est un aptonyme. Ouais. Non, mais en fait, si on résume un petit peu, donc c'est c'est une activité, pardon, qui était venue parce que, pas par hasard, mais en regardant finalement des contenus, c'est ça, ouais. Et puis après, en devant l'appliquer à toi-même de par les soucis de santé, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On peut résumer ça. Après, moi, du coup, des fois, je le vois à l'inverse. Je me dis, j'ai attiré cet épuisement professionnel et ces maladies pour me forcer à changer complètement et en fait aller vers ce que vraiment je voulais. Okay. Quoi. Moi, je le vois plus comme ça maintenant avec du recul, en fait. Alors, c'est-à-dire que tu as fait non, pas exprès, mais que en fait, j'allais dans une mauvaise voie. Et que du coup, il a fallu inconsciemment, ça a déclenché ces trucs-là. Ouais, voilà. Et que du coup, il fallait que je sois vraiment embêtée et que je puisse plus avancer au sens large, littéral du terme, parce que il y a des moments où je pouvais plus marcher, pour que en fait, je réfléchisse. Bon, qu'est-ce qui me plaît aussi dans la vie? Et puis finalement, en fait, depuis que je fais ça, ça n'a jamais été aussi fluide dans ma vie. Alors qu'avant, tout était compliqué. Ouais. Mais vraiment, enfin, c'est fou. C'est vrai qu'à t'entendre, on a l'impression que oui, il y a maintenant que tout est vert, les oiseaux chantent et tout ça, mais c'est beau. Ouais. C'est beau. Il y a même pas eu une ou deux petites difficultés que t'as rencontrées sur... Ah bah si, bien sûr, les études, c'était très difficile. Se remettre dans les études, c'est ça? Bah c'était pas se remettre, mais c'était le stress constant, puis le fait d'être chez soi, d'étudier chez soi, c'est difficile. C'est des études très difficiles. Hein. Le BTS diététique, c'est très difficile. Bah surtout, ça doit être très scientifique. Ouais, c'est très scientifique. Je crois que le diplôme du BTS diététique, c'est niveau première année de médecine quand même. Donc, ah oui, oui. Donc c'est très difficile. Donc ça a été très stressant, mais voilà, c'était quand même fluide d'une manière ou d'une autre. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais ouais, quand t'y repenses, c'est pas si difficile. C'était non. Enfin, ou en tout cas ça l'était, mais c'était pour la bonne cause. Oui, c'était pour la bonne cause, donc ça va. C'était pas des épreuves pour rien, on va dire. Ouais. C'était pas de la difficulté pour rien, donc et puis non. Puis je suis très contente. Ouais, c'est ça, trimer pour quelque chose où on sait ce que ça va être et on sait que ça va nous passionner. C'est quand même mieux que trimer pour ce que tu faisais avant, quoi, pour ne pas avoir de reconnaissance. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais vraiment l'impression de pédaler dans la semoule, quoi. Il y avait rien qui avançait, alors que là, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Bon, bravo. Merci. Est-ce que t'avais un dernier mot, un truc à ajouter? Est-ce qu'on a fait le tour? Moi je dirais aux auditeurs de s'écouter vraiment. Et puis voilà, de se dire s'il y a tout qui coince dans notre monde professionnel ou quoi, est-ce que c'est pas un signe pour chercher ailleurs, quoi. En fait, c'est vraiment ça que j'aimerais transmettre. Ouais. Bon, je pense que c'est quelque chose qui se fait un peu plus maintenant. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui... Enfin, je sais pas... Ce que oui, il y en a de plus en plus, mais il y a eu un gros pic après le Covid. Ouais. Et maintenant, les gens sont de plus en plus prudents quand même. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est revenu un petit peu à de la prudence. Ah, okay. Enfin, moi, j'ai l'impression à mon échelle. Hein. Après, je sais pas, j'ai peut-être des collègues qui vont dire le contraire, mais... Je peux comprendre aussi, mais ne faites pas comme moi, n'attendez pas de tomber malade pour... non, mais ça, en fait, déjà, c'est ça, comprendre un petit peu d'où vient. Les premiers, alors, justement, tiens, les premiers signes, à quel moment, est-ce qu'il y a des signes où tu t'es dit, là, j'aurais peut-être dû m'écouter plus avec ce signe-là? Ah ouais. Ouais. Ah oui. J'ai pas de... Ce serait quoi les premiers signes? Alors, il faudrait s'inquiéter à partir de quel moment? Enfin, tu veux dire... je sais pas, par exemple, tu commences à rentrer le soir et à pleurer ou à ne pas être bien. Moi, ça a été très simple, et ça, c'est un truc souvent qu'on voit dans l'animation, c'est à partir du moment où tu commences à crier sur les enfants. Ouais. Alors, pas leur hurler dessus, bien sûr, mais où tu commences à être agacé
ou à leur répondre un peu, voilà. Et là, je me suis plus reconnue, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis du coup, donc heureusement, j'allais m'excuser, enfin j'allais les voir et tout ça, mais je me reconnaissais plus. Je me disais, mais je suis pas du tout l'animatrice que je suis normalement et que je voudrais être. Et en fait, après, je me suis dit, mais voilà, mais c'est que j'en pouvais plus, quoi. Il fallait partir. Ouais, dès que tu commences à ne plus te reconnaître toi-même, effectivement. En fait, je pense que dans tous les métiers, à partir du moment où tu deviens un mauvais professionnel, c'est que... Ouais. C'est qu'en fait, faut changer. Oui, ou même ne plus juste être toi-même, quoi. De plus tu commences à te dire, mais c'est pas moi, ça, et tout ça. Puis que tu commences à faire mal ton travail, du coup, tu vois. Exactement. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Clémentine. Merci. On a fait le tour, on a tout dit. Enfin, tout. Il y aurait plein de choses à dire, d'autres, mais on va essayer de rester dans le temps imparti. Merci à toi d'avoir répondu à mes questions. On peut te retrouver, du coup, sur Instagram, plutôt. Sur Instagram, sur Facebook aussi un petit peu. Et alors, sous quel nom, du coup? Cléma Nutrition. Cléma, C-L-E-M-A. Ouais. Plus loin. Et nutrition comme nutrition. Ouais. Merci à toi encore une fois. Merci encore une fois à l'espace de Coworking Working Share qui nous accueille pour l'enregistrement de cet épisode. Et puis merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.